Gabriel Horry avale 3 lames de rasoir devant les surveillants de la prison d'Arles le 12 mars 2024. Ce geste spectaculaire d'un homme de 28 ans cache une réalité plus troublante. Depuis sa cellule d'isolement, il dirige la DZ Mafia, cartel marseillais qui génère 30 millions d'euros annuels. 6 téléphones portables sont découverts dans sa cellule quelques semaines plus tard. Comment un détenu ultra surveillé continue-t-il d'orchestrer des assassinats à 1000 km de distance ? Dans les rues défoncées des quartiers nord de Marseille, où les tours HLM griffent un ciel méditerranéen devenu hostile, règne aujourd'hui l'un des cartels les plus redoutés d'Europe. Son nom résonne comme une menace dans les couloirs du palais de justice, la DZ Mafia. À sa tête, un homme de moins de 30 ans, dont le parcours criminel défie l'entendement. Gabriel Horry, surnommé Gabi, incarne cette nouvelle génération de parrains digitaux qui ont révolutionné le narcotrafic français en l'espace de quelques années seulement. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune homme né à Niort à devenir le boss d'une organisation criminelle tentaculaire. Mais alors, comment un adolescent des Deux-Sèvres a-t-il pu orchestrer depuis sa cellule de prison l'un des réseaux de stupéfiants les plus sophistiqués d'Europe ? Cette ascension fulgurante et cette chute spectaculaire révèlent les mutations profondes du crime organisé au XXIe siècle. L'histoire que nous allons découvrir dépasse largement le cadre d'un simple fait divers marseillais. Elle dessine les contours d'un phénomène criminologique inédit, l'émergence de cartels technologiques européens capables de rivaliser avec leurs homologues latino-américains. Gabriel Horry n'est pas seulement un trafiquant de drogue, il représente l'archétype du criminel version 2.0, maîtrisant avec une égale virtuosité les codes de la rue et les technologies de communication cryptées. Mais cette révolution criminelle a un prix effroyable. Des dizaines de morts jonchent les rues de Marseille. Des quartiers entiers sont transformés en zones de guerre et une violence inouïe place la cité phocéenne au cœur des préoccupations sécuritaires nationales. Ces couloirs résonnent des échos de deals qui se négocient à voix basse, tandis que les enfants apprennent à reconnaître les guetteurs avant même de savoir compter correctement. Dans cette géographie de l'exclusion, où le taux de chômage frôle les 50% chez les jeunes, la délinquance n'est pas un choix, mais une évidence qui s'impose naturellement. Dès l'adolescence, Gabriel Horry bascule dans ce que les criminologues appellent la délinquance d'acquisition. Les braquages deviennent son mode d'expression privilégié, sa manière de défier un système qu'il a relégué aux marges de la société. Mais contrairement à ses pairs qui se contentent de petits larcins sans grande envergure, Gabi manifeste déjà une ambition démesurée et une propension à la violence qui inquiète même dans ce milieu pourtant endurci par des années de trafic. Cette précocité criminelle trouve son terreau fertile dans l'écosystème marseillais des années 2010. Marseille, port millénaire ouvert sur l'Afrique du Nord, a toujours été une porte d'entrée privilégiée pour les trafics en tout genre. Mais depuis la chute progressive de l'empire des parrains corses traditionnels, de nouveaux prédateurs plus jeunes et plus violents investissent massivement le territoire. La génération de Gabriel Horry hérite d'un paysage criminel en mutation profonde, où les anciens codes d'honneur cèdent inexorablement la place à une violence plus brute, plus spectaculaire et surtout plus médiatisée. L'ascension de Gabriel Horry ne peut se comprendre sans évoquer les figures tutélaires qui ont façonné sa vision particulière du crime organisé. Dans les années 2010, le paysage marseillais est encore dominé par des caïds de l'ancienne école, comme Farid Tir ou Karim Rantanplan-Arat, héritiers d'une tradition mafieuse où le respect et l'honneur comptaient autant que l'argent facile. Karim Arat, dit Rantanplan, incarne parfaitement cette génération de transition entre l'ancien et le nouveau monde criminel. Né dans les quartiers nord de Marseille, ce quinquagénaire charismatique a su construire un empire commercial tentaculaire. Le baptême du feu intervient avec l'assassinat de Farid Tir, figure respectée et crainte du milieu marseillais, abattu le 28 août 2019 dans un règlement de compte minutieusement préparé qui fait trembler tout le banditisme méditerranéen. Pour cette exécution parfaitement orchestrée, Gabriel Horry empoche la somme colossale de 300 000 €, révélant au passage l'inflation spectaculaire qui frappe désormais le marché du crime à gages en France. Quelques semaines plus tard, la réputation de Gabi dépasse déjà largement les frontières régionales traditionnelles. Un indicateur de police est froidement éliminé à Kingersheim, en Alsace, dans des circonstances qui portent indubitablement sa signature meurtrière. Cette expansion géographique rapide de ses services témoigne d'une professionnalisation accélérée et d'une capacité d'adaptation remarquable qui le distingue nettement de ses concurrents moins organisés. Mais Gabriel Horry ne se contente pas d'être un simple exécutant.
si talentueux soit-il dans son domaine. Son véritable génie criminel réside dans sa capacité exceptionnelle à identifier les failles structurelles du système traditionnel et à inventer des solutions technologiques véritablement révolutionnaires. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 désorganise profondément tous les secteurs d'activité, y compris les plus illégaux, Gabi anticipe avec une remarquable clairvoyance les mutations à venir. Avec son complice Amin Mamin O, il développe le tout premier système de livraison de stupéfiants via l'application Telegram. Cette innovation, qui paraît aujourd'hui évidente à tous, constituait à l'époque une révolution copernicienne dans le petit monde du narcotrafic français. Fini les points de deal fixes, vulnérables aux coups de filet policiers répétés, place désormais à un service client entièrement digitalisé, géolocalisé en temps réel, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le système mis au point par Gabriel Horry fonctionne selon une logique d'entreprise de livraison parfaitement standard. Les points de deal classiques, facilement repérables et infiltrables par les services, cèdent définitivement la place à un réseau fantôme littéralement insaisissable. Cette révolution technologique s'accompagne naturellement d'une révolution organisationnelle tout aussi profonde. Gabi structure méthodiquement son réseau selon une logique pyramidale directement inspirée des multinationales modernes, avec des spécialisations fonctionnelles précises et rigoureuses. Des approvisionneurs gèrent les stocks, des logisticiens optimisent les flux, des commerciaux développent la clientèle, un service client traite les réclamations, et même une cellule de recherche et développement se charge d'améliorer constamment les processus opérationnels. L'année 2021 marque un tournant absolument décisif dans la trajectoire criminelle de Gabriel Horry. Jusque-là simple exécutant, certes très efficace, au service de Rantanplan, il prend une décision qui bouleversera pour toujours l'échiquier marseillais. Il fait sécession pour créer sa propre organisation indépendante. Cette émancipation criminelle audacieuse ne relève absolument pas du hasard, mais d'un calcul stratégique minutieux et réfléchi. Plusieurs facteurs importants convergent pour rendre cette rupture dangereuse, mais inévitable. D'abord, l'arrestation progressive des principaux lieutenants de Rantanplan crée un vide opérationnel béant que Gabi et Mamine sont objectivement les mieux placés pour combler rapidement. Ensuite, leur innovation technologique révolutionnaire leur confère un avantage concurrentiel absolument décisif qu'ils ne souhaitent logiquement plus partager avec leur ancien mentor. Enfin, l'appétit de pouvoir démesuré de ces jeunes loups affamés ne peut désormais plus s'accommoder d'un statut subalterne frustrant. La scission ne se fait évidemment pas sans violence extrême. Dans le milieu marseillais traditionnaliste, divorcer d'un caïd respecté comme Rantanplan équivaut purement et simplement à signer son propre arrêt de mort. Mais Gabriel Horry a soigneusement anticipé cette réaction prévisible et pris toutes ses précautions nécessaires. Il s'entoure rapidement d'une garde rapprochée de tueurs professionnels aguerris. L'offensive militaire débute en 2022 par une série d'intimidations calculées qui ne tardent malheureusement pas à dégénérer complètement. Le 16 juin 2022, l'un des lieutenants les plus fidèles de Nasser est sauvagement abattu à la Kalachnikov en pleine rue. Inauguration particulièrement sanglante d'une guerre impitoyable qui va littéralement ensanglanter Marseille pendant de longs mois terrifiants. 6 mois plus tard, exactement, le 18 décembre, c'est Nasser lui-même qui tombe définitivement dans un guet-apens soigneusement orchestré par les hommes de Gabriel Horry. Avec la prise stratégique du Castellas, Gabriel Horry dispose enfin de sa base opérationnelle totalement autonome et sécurisée. Mais son ambition démesurée ne se limite absolument pas à la gestion routinière d'un simple point de deal de quartier. Inspiré obsessionnellement par les modèles cartéliens latino-américains qu'il étudie méthodiquement jour et nuit, il rêve ouvertement de créer une organisation criminelle d'envergure véritablement continentale, capable de rivaliser efficacement avec les plus grandes structures criminelles européennes établies. Le choix particulièrement réfléchi du nom DZ Mafia révèle cette dimension identitaire complexe qui anime profondément le nouveau cartel naissant. DZ, code ISO officiel de l'Algérie, revendique fièrement l'héritage maghrébin partagé de la plupart des fondateurs, tout en s'inscrivant délibérément dans une logique de mondialisation criminelle assumée. Cette appellation n'est absolument pas anodine dans ce milieu symbolique. Elle traduit clairement la volonté affichée de dépasser définitivement les clivages ethniques traditionnels du banditisme marseillais
pour créer une marque internationale immédiatement reconnaissable. L'organisation territoriale minutieuse de la DZ Mafia révèle un sens stratégique véritablement remarquable chez ces jeunes dirigeants. Plutôt que de se contenter paresseusement d'un empire géographiquement concentré, vulnérable aux opérations policières de grande envergure, parallèlement à cette structuration territoriale, d'autres fiefs stratégiques tombent progressivement sous l'influence grandissante de la DZ Mafia, selon un plan d'expansion soigneusement établi. La Visitation, quartier natal nostalgique de Gabriel Horry, les Égalades, où opèrent désormais plusieurs lieutenants particulièrement fidèles et efficaces, et petit à petit, un réseau tentaculaire de points de vente qui s'étend méthodiquement à tout Marseille et ses environs. Cette expansion géographique ne se fait évidemment pas par hasard, mais selon une logique géostratégique précise, privilégiant systématiquement les zones mal desservies par les transports publics, où la police municipale intervient rarement et avec réticence. Conscient que sa survie à long terme dépend entièrement de sa capacité à nouer des alliances durables et fiables, Gabriel Horry développe dès 2022 une véritable diplomatie criminelle, d'une sophistication tout à fait remarquable. Le modèle classique et dépassé des guerres de territoire systématiques cède progressivement la place à une approche résolument fédérative, absolument inédite dans le paysage marseillais traditionnel et conservateur. La première alliance vraiment significative se noue stratégiquement avec Madi la Brute Zermoun, caïd établi de fond vert dont la réputation de violence extrême égale parfaitement celle de Gabi dans les milieux concernés. Cette association calculée ne relève absolument pas des affinités personnelles ou amicales, mais d'un calcul géostratégique froidement rationnel. La Brute contrôle efficacement des territoires géographiquement complémentaires et dispose surtout d'un réseau organisé de tueurs particulièrement expérimentés, absolument indispensable aux ambitions expansionnistes démesurées de la DZ Mafia naissante. Plus surprenante encore apparaît l'alliance inattendue conclue début 2022 avec Mehdi Tic Laribi, tout juste libéré après 11 longues années d'emprisonnement pour le tristement célèbre barbecue marseillais qui avait défrayé la chronique. Ce parrain respecté de l'ancienne génération apporte précieusement à la coalition guerrière sa légitimité historique incontestable et son carnet d'adresses internationales particulièrement fourni. L'année 2023 restera à jamais gravée dans les mémoires comme l'une des plus sanglantes de toute l'histoire criminelle marseillaise contemporaine. La confrontation directe entre la DZ Mafia et le gang Yoda transforme littéralement certains quartiers entiers de la ville en véritable zone de guerre urbaine intensive, faisant définitivement de Marseille l'épicentre incontesté du narcobanditisme européen moderne. Tout commence apparemment par un incident complètement dérisoire survenu dans une boîte de nuit huppée de Thaïlande pendant les vacances d'hiver. Félix Bingui, le chef charismatique du clan Yoda, jette négligemment un glaçon sur la tête de Mehdi Tic Laribi lors d'une soirée particulièrement arrosée. Ce geste anodin, perçu comme un affront absolument intolérable dans les codes stricts du banditisme méditerranéen traditionnel, déclenche immédiatement une spirale de violence incontrôlable qui fera plusieurs dizaines de morts innocentes dans les mois suivants. Vous vous demandez certainement pourquoi un simple glaçon peut déclencher une guerre aussi meurtrière. Dans l'univers impitoyable des caïds marseillais, où la réputation personnelle vaut littéralement plus que la vie humaine, ce type d'humiliation publique délibérée ne peut absolument pas rester impuni, sous peine de perdre définitivement toute crédibilité. Le respect mutuel est la seule monnaie qui compte vraiment dans ces milieux fermés, et sa perte équivaut invariablement à un arrêt de mort commercial et personnel immédiat. De retour à Marseille après ses vacances catastrophiques, la tension monte inexorablement dans la cité de la Paternelle, territoire âprement disputé entre les deux factions ennemies. Cette barre HLM impressionnante de plusieurs centaines de logements sociaux, plantés stratégiquement au cœur géographique des quartiers nord, génère quotidiennement des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires directement liés au trafic intensif de stupéfiants. La riposte organisée ne se fait évidemment pas attendre longtemps. Le lendemain matin même, un membre influent de la DZ Mafia est froidement abattu en pleine rue commerçante, inaugurant ainsi un cycle implacable de représailles sanglantes qui va littéralement ensanglanter la ville entière pendant de longs mois terrifiants.
Chaque camp adverse tient méticuleusement ses comptes macabres, avec une précision purement comptable, chaque mort violente appelant automatiquement une vengeance parfaitement proportionnelle, selon une logique implacable, directement héritée des vendettas corses ancestrales. La nuit du 2 au 3 avril 2023 entre définitivement dans l'histoire criminelle française comme l'une des plus meurtrières jamais officiellement recensées sur une période aussi courte et concentrée. En l'espace de quelques heures seulement, Marseille vit l'équivalent d'une véritable guerre civile urbaine, avec 3 fusillades parfaitement coordonnées qui font littéralement trembler toute la République sur ses fondements démocratiques. Tout débute précisément vers 22 h dans la cité Castellas, fief historique et symbolique de la DZ Mafia. 2 jeunes hommes de 21 et 23 ans sont sauvagement abattus par des tireurs non identifiés, probablement envoyés spécialement par le clan Yoda en représailles directes des violences subies à la paternelle. Cette première attaque révèle une audace tactique absolument inédite dans le milieu. S'en prendre frontalement au cœur même du territoire ennemi, le mieux défendu, témoigne d'une escalade qualitative véritablement majeure dans l'intensité du conflit. Moins d'1 heure plus tard, vers 23 h précises, c'est au tour de la cité des Égalades d'être violemment frappée par la guerre. 5 hommes sont grièvement blessés par balle lors d'une seconde fusillade qui confirme définitivement le caractère minutieusement coordonné de l'offensive anti-DZ Mafia. La précision remarquable des tirs mortels et la qualité militaire de l'armement utilisé laissent clairement supposer l'intervention directe de professionnels parfaitement aguerris. Cette attaque, perpétrée délibérément loin des cités habituelles, marque une extension géographique particulièrement inquiétante du conflit vers le centre-ville fréquenté. L'enquête policière révélera plus tard l'identité glaçante du principal tireur responsable de ces massacres. Matteo Farina, 19 ans seulement, recruté comme tueur en série par la DZ Mafia pour organiser méthodiquement ses représailles sanglantes. Ce jeune homme, au physique encore poupin et au regard déjà glacé, accumule 6 meurtres effroyables en moins de 3 semaines d'activité, établissant un record macabre absolument inédit qui laisse tous les enquêteurs complètement perplexes. Comment un adolescent peut-il développer une telle efficacité meurtrière professionnelle en si peu de temps d'apprentissage ? L'une des caractéristiques les plus troublantes de cette guerre des gangs réside indiscutablement dans la sophistication technique croissante de l'armement régulièrement utilisé par tous les protagonistes. Les pistolets artisanaux rudimentaires et les fusils de chasse d'antan cèdent définitivement la place à un véritable arsenal militaire professionnel qui n'a littéralement rien à envier aux zones de conflit international les plus instables. Les Kalachnikov AK-47, devenus l'arme signature incontournable des règlements de compte marseillais contemporains, inondent massivement les cités via des filières balkaniques parfaitement structurées et rodées depuis des années. Ces armes automatiques redoutables, conçues initialement pour les champs de bataille militaires, transforment mathématiquement chaque affrontement urbain en massacre potentiel incontrôlable. Leur facilité d'utilisation technique et leur redoutable efficacité létale expliquent logiquement leur adoption massive par une génération de tueurs souvent très jeunes et relativement peu expérimentés au départ. Mais l'innovation armementière ne s'arrête malheureusement pas à ces armes déjà redoutables. Les enquêtes approfondies révèlent progressivement l'usage systématique de gilets pare-balles de qualité militaire, de systèmes de visée nocturne perfectionnés et même d'explosifs artisanaux sophistiqués dans certains attentats particulièrement ciblés et spectaculaires. Pendant que Marseille s'embrase littéralement sous les coups de cette guerre impitoyable, Gabriel Horry orchestre depuis sa cellule de prison une révolution technologique qui transforme définitivement et durablement le paysage complet du narcotrafic français traditionnel. L'utilisation systématique de l'application Telegram pour organiser professionnellement la vente et la livraison de stupéfiants constitue un tournant historique majeur dans l'évolution rapide du crime organisé hexagonal. Cette innovation révolutionnaire ne relève absolument pas du hasard ou de l'improvisation, mais d'une analyse stratégique véritablement remarquable des failles structurelles du système répressif français actuel. Gabi comprend intuitivement que les méthodes traditionnelles de surveillance policière, basées exclusivement sur l'infiltration physique des points de deal fixes, deviennent complètement obsolètes face aux technologies de communication modernes les plus récentes. En dématérialisant intégralement toutes les transactions commerciales, il met objectivement les forces de l'ordre face à un défi technique absolument majeur et largement inédit.
Le système révolutionnaire développé par la DZ Mafia fonctionne selon une architecture informatique particulièrement sophistiquée qui emprunte intelligemment aux meilleures pratiques établies du commerce électronique parfaitement légal. Les clients potentiels accèdent aux boutiques virtuelles via des liens d'invitation soigneusement cryptés, consultent tranquillement un catalogue détaillé et régulièrement mis à jour des produits disponibles, avec photos haute définition et descriptions techniques précises, puis passent naturellement commande en indiquant leur géolocalisation exacte grâce au GPS intégré. La livraison physique s'effectue ensuite selon une logistique particulièrement millimétrée qui évoque directement les géants mondiaux de la vente en ligne comme Amazon ou AliExpress. Des équipes parfaitement organisées de livreurs à scooter, équipés de terminaux GPS professionnels et de téléphones soigneusement cryptés. Alors qu'un point de deal classique génère péniblement quelques milliers d'euros quotidiens, le système Telegram révolutionnaire permet d'écouler facilement des dizaines de kilogrammes complets de stupéfiants par jour sur l'ensemble du territoire marseillais et des communes environnantes. Cette montée en puissance économique fulgurante finance directement l'expansion géographique accélérée et la sophistication organisationnelle croissante de toute l'organisation criminelle. Mais Gabriel Horry ne se contente évidemment pas d'utiliser les technologies digitales modernes pour optimiser uniquement ses ventes commerciales. Il comprend parfaitement et intuitivement que la bataille pour le contrôle territorial définitif passe également par la maîtrise complète de l'information et de la communication vers l'extérieur. La DZ Mafia devient ainsi naturellement la toute première organisation criminelle française à développer consciemment une véritable stratégie de communication publique moderne et assumée. Les réseaux sociaux populaires, et particulièrement Snapchat et Instagram, deviennent rapidement des champs de bataille virtuels majeurs où s'affrontent quotidiennement les différentes factions rivales. Chaque assassinat réussi, chaque prise de territoire stratégique, chaque humiliation publique infligée à l'ennemi fait systématiquement l'objet d'une mise en scène soigneusement calculée, spécifiquement destinée à impressionner durablement rivaux et clients potentiels. Ces stories criminelles spectaculaires cumulent facilement parfois des centaines de milliers de vues individuelles, créant une audience captive massive qui dépasse très largement le cercle traditionnel des initiés du milieu. L'utilisation particulièrement habile de ces plateformes révèle une connaissance technique fine des mécanismes psychologiques complexes qui régissent l'économie contemporaine de l'attention digitale. Chaque publication obéit scrupuleusement aux codes esthétiques de l'époque. Filtres sophistiqués, musique rap marseillaise en fond sonore, mise en scène délibérément théâtrale qui transforme systématiquement chaque fait divers sanglant en véritable blockbuster miniature, parfaitement calibré pour les audiences jeunes. Cette collaboration stratégique mutuellement bénéfique permet concrètement à la DZ Mafia d'accéder directement aux filières d'approvisionnement sud-américaines les plus fiables, court-circuitant définitivement les intermédiaires traditionnels coûteux et augmentant très considérablement ses marges bénéficiaires nettes. Parallèlement à cette alliance nordique, des contacts diplomatiques sont soigneusement établis avec la 'Ndrangheta calabraise, organisation criminelle véritablement centenaire qui gère historiquement une partie importante des flux financiers illégaux de tout le continent européen. Ces connexions italiennes précieuses ouvrent stratégiquement à Gabriel Horry l'accès privilégié aux circuits de blanchiment les plus sophistiqués du continent, absolument indispensable pour recycler efficacement les sommes astronomiques générées quotidiennement par son empire en expansion. L'argent de la drogue ne dort effectivement jamais dans ce milieu hyperactif. Cette règle d'or absolue du crime organisé international trouve sa parfaite illustration concrète dans l'empire financier souterrain particulièrement sophistiqué, construit méthodiquement par Gabriel Horry et ses associés les plus fidèles. L'enquête franco-italienne, déclenchée en septembre 2025, révèle officiellement l'existence troublante d'un réseau de blanchiment d'une sophistication technique absolument inouïe, capable de recycler durablement des dizaines de millions d'euros en quelques mois seulement d'activité intensive. Le système financier mis en place fonctionne selon une logique industrielle parfaitement rodée et testée. L'argent liquide, généré massivement par les ventes quotidiennes de stupéfiants dans les cités marseillaises, est d'abord systématiquement collecté par des équipes spécialisées et parfaitement formées qui sillonnent méthodiquement la ville selon des circuits prédéfinis et régulièrement modifiés. Ces ramasseurs, hautement professionnels, manipulent quotidiennement des sommes absolument considérables
parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par jour selon les estimations policières les plus conservatrices. Cette masse monétaire colossale est ensuite soigneusement dirigée vers Milan, capitale économique italienne incontestée et plaque tournante historique des flux financiers européens les plus importants. Une fois soigneusement converti en lingots parfaitement standardisés d'1 kg chacun, l'or prend ensuite la route du Kosovo, petit état des Balkans devenu très rapidement, en quelques années, l'un des principaux centres européens de blanchiment d'argent sale. Cette destination géographique n'est évidemment pas fortuite du tout. Le Kosovo présente l'avantage considérable d'une réglementation financière encore embryonnaire et de contrôles douaniers structurellement défaillants. Les saisies spectaculaires effectuées en septembre 2025 révèlent concrètement l'ampleur financière réelle de l'empire construit par Gabriel Ory en quelques années seulement. 55 lingots d'or absolument purs, pesant chacun exactement 1 kg, sont découverts dans diverses planques italiennes et françaises, soigneusement dissimulées. Cette masse métallique impressionnante de 55 kg complets représente une valeur marchande immédiate de 5 500 000 € au cours officiel du jour. Somme déjà absolument considérable, mais qui ne constitue objectivement qu'une fraction du patrimoine total réel de l'organisation criminelle. S'ajoute concrètement à ce trésor aurifère spectaculaire 2 400 000 € en billets de banque découverts dans des caches sophistiquées, 10 véhicules de luxe d'une valeur unitaire dépassant souvent les 100 000 € chacun, 14 montres de prestige signées des plus grandes manufactures suisses et un portefeuille immobilier diversifié estimé à plusieurs millions d'euros supplémentaires. Au total définitif, plus de 10 millions d'euros d'avoirs criminels sont concrètement saisis lors de cette seule opération policière. Mais ces chiffres déjà spectaculaires ne représentent selon tous les enquêteurs spécialisés qu'une partie émergée de l'iceberg financier DZ Mafia. Les flux transitant régulièrement par le réseau de blanchiment auraient atteint 30 millions d'euros en moins d'une année d'activité intensive, ce qui place définitivement l'organisation de Gabriel Ory au niveau des plus importantes structures criminelles européennes établies. L'affaire des 6 téléphones portables découverts dans la cellule personnelle de Gabriel Ory révèle une réalité particulièrement troublante pour les institutions. L'argent considérable de la drogue corrompt progressivement surveillants, personnels administratifs et même certains cadres dirigeants, créant des filières clandestines de communication entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. L'orgueil des grands criminels constitue très souvent le prélude direct à leur chute définitive. Gabriel Ory, complètement grisé par ses succès fulgurants et son pouvoir grandissant, multiplie les provocations spectaculaires qui finissent par mobiliser contre lui toutes les forces répressives de l'État français. Sa tentative de suicide particulièrement spectaculaire, en avalant délibérément 3 lames de rasoir devant les surveillants médusés de la prison d'Arles, illustre parfaitement cette propension à la théâtralisation excessive qui caractérise sa personnalité narcissique. Cette mise en scène macabre ne relève absolument pas du geste désespéré, mais de la stratégie de communication calculée. En orchestrant personnellement son hospitalisation d'urgence, Gabi espère attirer massivement l'attention médiatique nationale sur ses conditions de détention et faire pression psychologique sur l'administration pénitentiaire. Cette instrumentalisation délibérée de sa propre santé révèle un narcissisme pathologique qui l'empêche d'évaluer correctement les risques réels de ses actions. La réaction déterminée des autorités françaises ne se fait évidemment pas attendre longtemps. L'opération Antidote, déclenchée en avril 2025, mobilise plus de 200 enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le crime organisé. Cette concentration exceptionnelle de moyens, inédite depuis les grandes affaires de terrorisme, témoigne de la priorité absolue accordée au démantèlement complet de la DZ Mafia. Consciente que Gabriel Ory conserve une influence considérable depuis sa cellule, les autorités françaises prennent une décision radicale. Son transfert vers la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais.